Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. C'est vraiment pas une histoire d'âge, c'est vraiment une histoire de symptômes. En gros, il y a un symptôme, il faut savoir le repérer et surtout se dire « Ok, c'est pas normal d'avoir une fuite, c'est pas normal d'avoir une sensation de pesanteur, donc je réagis ». Et moi, je milite beaucoup pour l'éducation périnéale, en fait, faire passer le message aux jeunes, aux garçons comme aux filles d'ailleurs, de ce qu'est le périnée, de ses symptômes et du coup de créer une vigilance. Vous avez du mal à retrouver le sommeil? Vous tournez en rond avec une peur qui vous bloque? Vous souhaitez mieux communiquer, mieux gérer vos émotions? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Laetitia Léonard, je suis spécialiste en thérapie brève et dans ma boîte à outils, j'utilise le MDR, l'hypnose ou encore les fleurs de Pâques, la PNL et aussi le mouvement et le son. Dans ce podcast depuis 2020, avec Secrets de Polichinelle, je vous propose des outils, des conseils pratiques, des interviews de praticiens du bien-être et des témoignages d'expérience pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Et si vous voulez prolonger cette dose de motivation et de bonne humeur, je vous envoie chaque mois une newsletter avec encore plus de ressources. Si vous avez envie de venir au cabinet, à Paris ou en visio, ou de vous inscrire à la newsletter, je vous mets le lien en description. Bonne écoute! Bonjour Séverine. Bonjour Laetitia. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle. Eh bien, merci pour l'invitation. Pour cette nouvelle saison du podcast, on a un fil conducteur qui est le fil du sommeil, qui est un sujet sur lequel j'accompagne beaucoup en séance, en cabinet, en visio. Et puis, l'idée, c'était de pouvoir toujours continuer à donner la parole à d'autres praticiens, praticiennes du domaine du bien-être. Tout naturellement, il y avait une spécialité que je n'avais pas encore invitée. Et donc, le hasard qui n'en est pas un fait bien les choses. Qui est de faire venir une kiné comme toi, et puis pour un sujet. Alors, si les personnes m'écoutent depuis un certain temps, me suivent sur Instagram, vous savez que je suis une adepte du Pilates, et que quand je parle de Pilates, je parle aussi parfois du fameux périnée, qui va être notre sujet du jour. Eh bien, je suis ravie de parler du périnée, avec plaisir. Eh bien, ravie de t'accueillir, Séverine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur toi? Tu es kiné, c'est ça? Exactement. Alors moi, je suis kiné, spécialisée en rééducation périnéale depuis plus de 25 ans maintenant. Et je suis aussi la fondatrice de Oh My Péri, qui est une plateforme de rééducation périnéale en ligne et en autonomie. Et je vis à Bordeaux. Et tu vis à Bordeaux, génial. Et alors, le périnée, justement, là, peut-être que celles d'entre vous qui ont été mamans en ont entendu parler. C'est souvent à ce moment-là que ça se passe après l'accouchement. Parfois un peu avant, et pourtant c'est quand même Alors, est-ce qu'on l'appelle un organe? Quel est le nom à donner en fait au périnée? C'est en tout cas un élément important de notre corps. Déjà, le périnée, c'est un faux terme. C'est un terme qu'on utilise tous, mais si on devait utiliser un terme plus juste, ce serait plutôt le plancher pelvien. Et donc, le plancher pelvien, on imagine bien mieux du coup ce que ça peut être. En fait, c'est l'ensemble des muscles et des fascias qui vont du pubis en avant jusqu'au coccyx en arrière et qui soutient nos viscères. C'est responsable de la continence, responsable du soutien des viscères, donc c'est ce que j'ai dit, et d'une sexualité épanouie. Voilà. Et c'est malheureusement un endroit auquel on s'intéresse un petit peu trop tard, souvent quand on a déjà des soucis. Et donc l'idée, c'était aussi d'en parler aujourd'hui dans une optique aussi de prévention. Et puis, ça ne concerne pas que les femmes, je ne me trompe pas. Et non, alors les femmes et les hommes ont un périnée. Et alors, autant chez les femmes, on en entend parler, tu as raison de le souligner au moment des grossesses et du postpartum. Alors, je dirais c'est presque un peu malheureux d'ailleurs qu'on en parle qu'à ce moment-là, parce que on peut avoir des défaillances du plancher pelvien en dehors de ces périodes de vie très spécifiques, où on peut voir des fuites urinaires, des impériosités, des descentes d'organes, au-delà de la période de la grossesse et du postpartum. Chez les hommes, c'est un petit peu différent. Eux, ils vont avoir les premiers problèmes de périnée qui apparaissent plutôt après la cinquantaine, quand leur prostate commence à vieillir. Donc chez eux, c'est plutôt une pathologie du vieillissement. Et alors, finalement, donc les symptômes qui font dire que peut y avoir un sujet
avec le périnée. Tu le disais déjà, tu parlais des fuites urinaires. Alors, on parle de sujets plus ou moins joyeux, mais c'est quand même important. Est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent alerter en particulier pour se dire que là, il y a déjà quelque chose de bien engagé? Alors, il y a quand même des symptômes qui sont très, très, fréquents, on va dire, et souvent vécus comme une espèce de normalité ou de fatalité. Alors là, je parle vraiment des fuites urinaires qui sont de l'ordre du ponctuel, mais qui se répètent, à savoir quand on rigole, quand on tousse, quand on éternue. C'est tellement, fréquent dans la population féminine que les femmes pensent souvent que c'est normal. Or non, une fuite, aussi petite soit-elle, doit vous alerter et vous faire consulter. Voilà, il y a pas de discussion avec ça. On ne doit fuir de nulle part et donc il doit y avoir jamais, jamais, jamais de fuite. Après, il peut y avoir un autre symptôme qui est l'impériosité. L'impériosité, c'est ce qu'on peut appeler les vessies capricieuses qui donnent envie d'uriner souvent pour de petites mictions. Et ça, c'est pas ok non plus parce que là, ça peut être source de réveil nocturne. Donc ça, ce sont des patientes là qui peuvent aller aux toilettes 3-4 fois dans la nuit avec des envies ultra urgentes, alors que la vessie n'est pas du tout pleine et ne mérite pas du tout de nous réveiller. Et puis, il peut y avoir ces sensations de lourdeur au niveau du périnée. Et là, on est sur un souci d'organes qui pourraient commencer à descendre un peu et donc peser sur le plancher pelvien. Les femmes et chez les hommes, je le disais, le vieillissement de la prostate et donc là, on peut avoir des passages plus fréquents aux toilettes aussi et notamment la nuit, donc ça entraîne des troubles du sommeil. Mais bon, ça, c'est vraiment un autre sujet qui est un peu typique et un peu à mettre à part. Mais l'occasion de rappeler qu'effectivement, quand on parle de troubles du sommeil, c'est important de pouvoir écarter les causes médicales dans un premier temps. Thérapie brève, on peut faire plein de choses pour faciliter l'endormissement, avoir des nuits, un sommeil plus réparateur. Mais c'est vrai que c'est important de s'assurer déjà qu'au niveau physiologique, tout fonctionne bien. En fait, on n'y pense pas toujours. En Oui. fait, même les médecins, hein, quand ils ont face à eux un patient qui leur parle d'insomnie, ils pensent rarement à poser la question de mais est-ce que vous êtes réveillé par votre vessie qui vous donne envie d'aller aux toilettes? La question à se C'est poser vraiment aussi. un sujet. Justement, donc tu disais finalement ce plancher pelvien, il est essentiel parce qu'il soutient aussi beaucoup de choses. On en parle souvent aussi au moment des sujets de descente d'organes et c'est là aussi où ça peut poser problème. C'est aussi pour ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait que c'est si important, et on l'entend déjà un peu, hein, mais que c'est si important de prendre soin de son périnée? Alors c'est super important parce que en fait c'est notre fondement. Alors quand on regarde les livres de médecine du siècle dernier là ou même d'un peu plus avant encore, euh, souvent c'est décrit voilà comme le fondement et ça porte bien son nom parce que le plancher pelvien vraiment soutient tout le reste de notre corps. Alors il soutient certes nos viscères, mais il fonctionne en coordination avec notre sangle abdominale, nos lombaires, le diaphragme respiratoire qui est juste au-dessus. Donc en fait, les Anglais appellent ça le core, C-O-R-E, et c'est super important d'imaginer notre plancher pelvien dans cet ensemble parce que c'est la dynamique de cet ensemble doit bien fonctionner pour qu'on soit OK et qu'il n'y ait pas de soucis de fuite, qu'il n'y ait pas de soucis de posture. Ah, c'est vraiment, on ne peut pas imaginer rééduquer son périnée sans rééduquer sa sangle abdominale, sans considérer la posture, sans considérer la respiration. Voilà, ça c'est vraiment, il faut vraiment imaginer un ensemble et pas juste un ensemble de muscles en bas là qu'on maîtrise pas très bien. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tu disais que en fait, c'est intéressant d'en prendre soin et très jeune finalement et d'en avoir conscience, de pas attendre de se retrouver dans des situations où il y a déjà des symptômes qui peuvent être inconfortables. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Alors j'entends que toi tu proposes de la rééducation aussi. Est-ce qu'il y a, donc tu parlais de respiration, de posture, des choses qui fonctionnent particulièrement bien pour en prendre soin? Alors, en prendre soin, ça commence déjà par savoir que ça existe et connaître les pathologies qui sont liées à un périnée dysfonctionnel. Que je vois, moi, au quotidien, chez mes patientes ou les utilisatrices de mes parcours en ligne, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance anatomique, physiologique du périnée. Et en plus, au-delà de la méconnaissance, enfin, il y a vraiment un souci d'éducation. C'est-à-dire qu'à force de dire que le périnée, c'est en postpartum, eh bien, du coup, il y a tout un tas de femmes qui ne se sentent pas légitimes à en parler
parce que elles sont à distance d'un postpartum ou même n'ont pas eu d'enfant ou sont beaucoup plus jeunes. Je pense notamment à une jeune fille là que j'ai au cabinet qui fait du volley de haut niveau et qui a des fuites urinaires mais vraiment importantes et elle a 16 ans. Ah oui. C'est vraiment pas une histoire d'âge, c'est vraiment une histoire de symptômes. En gros, il y a un symptôme, il faut savoir le repérer et surtout se dire: «OK, c'est pas normal d'avoir une fuite, c'est pas normal d'avoir une sensation de pesanteur, donc je réagis». Et moi, je milite beaucoup pour, l'éducation périnéale, en fait, faire passer le message aux jeunes, aux garçons comme aux filles d'ailleurs, de ce qu'est le périnée, de ses symptômes et du coup de créer une vigilance parce que on peut pas toujours tout préserver. Il y a des facteurs génétiques, il y a le sport de haut niveau, enfin il y a les comportements. Enfin, là, je pense aussi aux ados, à nos ados qui vont au collège et à partir du moment où elles vont au collège, elles commencent à ne plus aller aux toilettes dans la journée parce que c'est pas pratique, c'est pas propre, il y a pas de papier, les portes ferment mal. Et du coup, on se retrouve avec des ados qui sont en train de créer les futures pathologies de leur périnée, juste de manière comportementale. Et ça, c'est un vrai sujet parce que, alors moi qui suis soignante, je suis la première à mal faire les choses, évidemment, et je vais pas toujours aux toilettes dans la journée parce que je suis prise par mon rythme, par l'enchaînement des patientes et je prends pas toujours le temps. Mais en fait, ça, ce sont des habitudes qu'on instaure toutes, mais je peux dire hein, quasiment toutes les femmes instaurent ça dès le collège et on se retrouve à créer des volumes de vessie qui sont pas du tout normaux et donc un poids de vessie sur notre périnée, un risque d'avoir des vessies débordantes parce qu'à force d'aller chercher la limite, on n'écoute plus les signaux que nous envoie la vessie, à savoir j'ai une première envie, je continue de me remplir, une deuxième envie, une troisième envie. En fait, nous, on va réagir qu'à l'envie urgente, pressante, voire douloureuse. Or, l'envie urgente, pressante, voire douloureuse, ça doit être une exception et pas du tout la règle. Et chez nos ados, alors les collégiennes, les lycéennes, les étudiantes, ça devient la règle en fait. C'est-à-dire, elles ne vont aux toilettes que quand vraiment, vraiment, c'est à la limite du débordement. Donc, ça peut créer des fuites par débordement qui ne sont pas en réalité une pathologie du périnée, c'est plutôt une pathologie comportementale. Et donc, hyper important d'en avoir conscience. Et en fait, celles à qui j'en parle, eh ben, elles modifient leur comportement et elles résolvent leurs problèmes. Donc ça, c'est Ouais. vraiment un des grands sujets de l'éducation périnéale, au même titre que souvent on nous parle des accouchements et donc du risque sur le périnée, mais l'ennemi numéro 1 du périnée, c'est la constipation chronique. Donc c'est Mmh. pas du tout les accouchements. Ouais. Et là aussi, on se dit mais enfin pourquoi on nous le dit pas? Pourquoi il y a un nombre de constipés chroniques, enfin c'est les chiffres sont quand même effarants. Et en fait, toutes ces femmes constipées chroniques, elles poussent tous les jours de manière hyper violente sur leur périnée, avec souvent une mauvaise position aux toilettes qui engendre encore plus d'hyperpression sur le périnée. Et ça, c'est la source majeure des prolapsus qu'on aura plus tard. Donc l'éducation périnéale, en fait, elle passe par juste expliquer aux gens comment ça fonctionne et à quoi il faut être vigilant et réagir si on sort un peu des clous. Ouais, et je pense que ça c'est important parce qu'effectivement, jusqu'à très récemment et pour beaucoup de gens, n'en entendent parler qu'au moment de la grossesse du postpartum. Moi, j'ai eu la chance de faire des cours de pilates et d'avoir une prof de pilates qui donc nous a rapidement expliqué, c'est là que j'ai découvert, hein, vraiment ce que c'était et à quoi ça servait. Mais c'est vrai que si on n'a pas la chance, de se retrouver, ben voilà, face à une prof de pilates ou voilà, dans une situation comme ça, on n'a pas forcément cette éducation-là. Et le sujet des toilettes, alors déjà, c'est un sujet culturel parce qu'il y a un problème de toilettes en France, clairement, je tiens à le dire. Ah, On c'est pourrait clair, faire un je suis épisode d'accord. là-dessus. Ah ouais, quand tu voyages un peu, tu dis c'est pas possible. Et c'est fou parce qu'on est tellement nombreuses à se dire, on se dit mais c'est pas possible. Qui sont ces gens qui sont entre les gens qui sont crados, le fait que t'aies pas assez de toilettes, que les toilettes ça soient pas adaptées parce que t'as encore des endroits avec des toilettes à la turque et compagnie. Puis vraiment un problème de propreté. Donc c'est vrai que ça aide pas. Ah ouais, non mais c'est vraiment un sujet. Moi qui voyage aussi un peu, enfin là je reviens du Canada, je Ouais. ne me suis jamais retrouvée dans la situation de toilette sale pendant 15 jours. 15 jours, jamais. Mmh. J'atterris à Bordeaux, bim, j'ai Direct. pas été déçue. Dès l'aéroport, les toilettes étaient juste impraticables tellement c'était sale.
Donc il y a vraiment un sujet. Hein. Ah ouais, moi j'ai vécu, tu vois, 6 ans dans les pays anglo-saxons. J'ai jamais, j'ai même pas, non, je crois pas être tombée sur des toilettes sales une seule fois. Ça n'existe pas en fait. Donc tu te dis c'est quand même fou. Donc c'est vrai que ça n'aide pas, mais en tout cas déjà d'en être consciente. Et c'est vrai que moi c'est un des sujets aussi, tu vois, en thérapie. Avant de, ben oui, on peut travailler, faire des protocoles, etc. sur le bien-être mental, mais de s'assurer que quel est le bien-être physique. Est-ce que la personne, voilà, parce qu'il y en a tellement qui sont assises toute la journée, qui voient pas la lumière du jour, qui ne bougent pas et donc qui ne vont même pas aux toilettes, comme tu disais. Effectivement, c'est revenir à la base en fait, parce qu'on est quand même des êtres qui sont faits pour bouger, pour être en mouvement, et puis pour tenir compte des besoins de notre corps, des besoins physiologiques, comme tu le disais très justement. Tu parlais aussi du sport de haut niveau. Est-ce que le sport peut avoir un impact aussi au niveau du périnée? Je pense notamment, tu sais, aussi les modes du trampoline, des choses où tu sautes beaucoup. Est-ce que ça, c'est un sujet? Alors là, je fais un petit peu attention à ce que je dis parce que en fait, il y a sport de haut niveau et sport du dimanche quand même. Hein, on va pas se mentir. Euh, dans le sport de haut niveau, il y a quand même, alors là pour le coup, un vrai tabou autour du périnée des femmes parce que c'est clairement pas la priorité. La priorité dans le sport de haut niveau, c'est d'aller gagner des médailles et peu importe le prix. Mais là, moi, je vais parler du prix du périnée, mais on peut aussi parler du prix du mental, enfin des dépressions, de comment sont gérés nos sportifs de haut niveau, comment elles sont écoutées, entendues. Donc là, le sujet, autant te dire que parler du périnée quand on en est à vouloir gagner des médailles, c'est vraiment pas une priorité et c'est bien dommage parce que ça laisse des conséquences parfois irréversibles. J'ai souvenir d'un prof comme ça qui nous racontait l'histoire d'une athlète de trampoline là justement, tu sais ces grands trampolines Oui. qu'on voit au JO là. Et ben cette jeune fille, elle avait des prolapsus de tous ses organes, donc vessie, utérus, rectum de stade 3. Donc c'est-à-dire un prolapsus qui est sorti au niveau de la vulve alors qu'elle n'avait jamais eu ni relation sexuelle, ni accouchement, juste à cause de son sport. Prolapsus, pour ceux qui ne connaissent pas, en 2-3 C'est mots. une descente d'organes. Donc en fait, la vessie, l'utérus et le rectum étaient descendus et affleurés à la vulve chez une gamine qui n'avait même pas eu de relation sexuelle encore. Hein. Donc là, il y a quand même un sujet plus. Donc il y a des sports qui sont plus à risque que d'autres, notamment le volleyball, le trampoline, la gymnastique. En fait, tous ces sports à rebond, à saut violent, tout ça, c'est très impactant sur le périnée. Donc, si dans les auditeurs là qui nous écoutent, vous avez des enfants qui font ces sports-là, j'ai pas dit qu'il fallait arrêter ces sports, hein, pas du tout. Par contre, il faut être vigilant sur avoir un équilibre entre, certes, faire ce sport et faire autre chose. Dans le sport de haut niveau, celles qui sont sur les trampolines, elles sont sur les trampolines 8 heures par jour. Donc, nous, on n'est pas 8 heures par jour sur un trampoline. Hein, on est bien d'accord. Après, moi, j'interdis jamais aucun sport. Je trouve que bouger, c'est plus important que le reste. Donc, j'interdis jamais aucun sport à mes patientes. Par contre, si le sport qu'on pratique entraîne un symptôme périnéal qui n'existe pas dans notre quotidien ou aggrave un symptôme périnéal qui existe dans notre quotidien, là, la règle, c'est j'adapte le sport, donc je ralentis un peu, j'en fais un peu moins et je rééduque. Voilà, ça c'est la règle ultime. En fait, on ne reste pas avec une pathologie en se disant que ça va passer, parce que de toute façon, ça ne passera pas. Enfin, ça passe jamais tout seul. On peut pas imaginer qu'on ait des fuites urinaires et qu'en faisant rien, ça va régler le problème. C'est comme si j'imaginais que je rêve d'avoir des abdos magnifiques et qui vont venir à moi tout seuls. Bon, bah non. Ça, que tout le monde se rassure. Ça marche pas. On aimerait bien pour toi. Donc, l'idée, c'est de ne rien interdire, mais de faire les choses dans le bon sens. C'est-à-dire, j'ai des symptômes qui apparaissent, je fais un bilan, je rééduque et j'adapte pendant ce temps-là le sport. En fait, il faut imaginer qu'un symptôme périnéal, il faut le voir presque comme une blessure. En gros, si vous étiez blessé au niveau de la cheville avec une entorse de la cheville, eh bien, on n'irait pas recourir comme si on n'avait pas d'entorse de la cheville. Eh bien, c'est pareil pour le périnée. Si le périnée montre des signes de défaillance avec des fuites urinaires ou des sensations de lourdeur, eh bien, dans ces cas-là, je rééduque et je reprends mon sport de manière crescendo en écoutant mon corps. Et ça, j'insiste toujours sur ça. Écoutez votre corps, écoutez vos sensations et sachez ralentir si besoin.
Ralentir ne veut pas dire abandonner l'affaire. Ça veut juste dire, à un moment donné, à un instant T, je ralentis pour rester connecté à mon corps et ne pas créer des défaillances supplémentaires. Et la rééducation, ça se fait auprès d'un ou d'une kiné, c'est ça? Alors, la rééducation, ça se fait, oui, auprès d'un ou d'une kiné. Alors, je sais qu'en postpartum, on fait de la rééducation chez les sages-femmes. C'est pas tout à fait la même rééducation. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, dans le sens où je ne manque pas de travail. Mais la rééducation, pour moi, quand on parle de rééducation périnéale, je le redis, c'est pas qu'une histoire de contraction et de relâchement du périnée. C'est bien plus que ça. On doit imaginer la respiration, la posture, les conseils d'hygiène de vie, donc toutes les petites infos que je donne là dans l'interview, c'est vraiment de cet ordre-là. Moi, je passe mon temps à recadrer avec mes patientes les mauvaises habitudes qu'elles peuvent avoir pour leur faire comprendre que, par exemple, celles qui ont des vessies capricieuses qui leur donnent envie d'uriner souvent, si elles ont une grosse consommation de café, on sait que la caféine est un irritant. Donc, un des premiers conseils qu'on peut donner, c'est diminuer la caféine pour voir si ça a une action. Et en général, à tous les coups, je gagne. Donc, c'est tout ça. Mais c'est aussi des exercices de périnée, évidemment. Mais c'est encore plus des exercices des abdos parce que le muscle transverse de l'abdomen est le meilleur ami du périnée. On ne peut pas imaginer une rééducation périnéale sans une rééducation abdominale bien menée. Ça ne fonctionne pas. Idem pour la posture. On peut pas imaginer quelqu'un assis sur une chaise toute la journée, tout tassé. On peut pas se dire c'est super pour son périnée. Non, c'est source d'hyperpression sur le périnée. Donc on n'est pas OK. Donc la rééducation périnéale, c'est vraiment tout ça quoi. C'est pas juste comme j'ai pu le voir sur TikTok, je contracte, je relâche, contracte, je relâche. Non, c'est bien plus complexe que ça. En tout cas, déjà, comme je dis, s'il y a des symptômes, d'aller voir un ou une kiné, de effectivement peut-être diminuer la caféine et s'occuper de ses abdos aussi et puis Ah d'être bien oui, accompagné. clairement. Et pour quelqu'un qui n'a pas encore de symptômes mais qui a envie de prendre soin, alors moi voilà, ça a été la porte d'entrée, ça a été le Pilate. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil s'il y avait 2-3 conseils déjà pour voilà faire le maximum pour qu'il soit en bonne santé? Alors déjà, 2-3 conseils. L'activité physique, évidemment, parce que l'activité physique, c'est bon pour tout ou c'est mauvais pour rien. Je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas, l'activité physique, ça reste la clé. Si on est sédentaire, la sédentarité, c'est quand même un élément plus dans les problèmes de périnée à venir. Donc, évidemment, l'activité physique. Attention au tabac, à l'alcool, à la caféine. Tout ça, ce sont des facteurs aggravants de symptômes à venir. La constipation chronique, j'en ai parlé tout à l'heure, mais franchement, Oui. ça, vous n'imaginez pas à quel point c'est notre ennemi juré, tellement c'est délétère sur le périnée. Avoir un marchepied dans ses toilettes pour avoir Et une oui. bonne position aux toilettes, ça aussi, j'ai pas d'action chez les vendeurs de marchepieds, mais peut-être je devrais en prendre parce que j'en parle tous les jours de cette histoire de marchepied. Respecter ses envies, ne pas aller dans ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas passer une journée entière sans aller aux toilettes. Ça, c'est pas raisonnable du tout. Voilà. Si déjà on arrive à faire tout ça, on est déjà pas mal. On est déjà bien. Et OK. surtout, réagir aux premiers symptômes. Premier symptôme qui apparaît, vous éternuez, hop, une petite fuite. Ça doit faire réagir. OK. Bah, j'espère que ça continuera d'alerter parce que c'est effectivement un sujet important et il y a beaucoup de méconnaissances autour de ce sujet. Donc, je pense que plus on en parlera, mieux ce sera. Et comme on n'arrête pas de le marteler, l'activité physique, on sait très bien qu'on a des vies trop sédentaires. Donc, de pouvoir compenser ça pour bouger. Pour les personnes qui sont assises toute la journée, même d'avoir chez elles, on en a parlé dans un autre épisode avec une amie ostéo, que ce soit un pédalier, un tapis de marche, tout ce que vous pouvez avoir pour vous faire bouger aussi. Et puis, toute occasion est bonne pour les personnes qui sont à Paris, les escaliers du métro. Moi, je suis toujours la seule dans les escaliers. Mais bien Et je pense sûr. qu'on n'est pas tous infirmes, donc voilà. Donc pour ceux qui peuvent le faire, en tout cas, en profiter. Et puis les abdos, comme tu le disais aussi, ouais. Ouais, ça se joue au quotidien, hein, cette histoire d'activité physique. Je lisais une étude sur le fait que faire du sport une fois par semaine ne rattrapait absolument pas la sédentarité de la semaine. Donc, il faut bouger tous les jours. Alors,
Moi, par exemple, à Bordeaux, si j'ai une journée où je suis à la maison avec mon ordinateur et mes périnettes et pas au cabinet, eh bien, je vais juste acheter ma baguette à pied. Je me force à sortir en me disant, OK, allez, c'est l'occasion, je vais m'acheter une baguette et je fais le déplacement à pied. Je m'oblige à me donner un but pour sortir un peu et c'est trop important. Complètement. Moi, j'ai toujours vu ma mère debout, tu vois, en train de se bouger à droite, à gauche. Et là, je vois la différence à son âge par rapport à d'autres, au même âge. Clairement, on voit qu'elle a été plus en mouvement et que ça a été plutôt bénéfique pour sa santé. Bien sûr. Une vraie priorité. Génial. Bah, écoute, très clair. Moi, j'aime demander, tu sais, Séverine, à mes invités, quelques questions, en particulier sur les peurs pour faire le lien avec mon activité de thérapeute. Est-ce qu'il y a une peur en particulier que tu as su dépasser ou que tu aimerais encore dépasser? Une peur que j'avais, mais ça remonte à mon enfance, adolescence, où j'étais ultra timide et plutôt une enfant seule. Eh bien, j'ai appris, mais il y a un petit moment déjà, à ne plus me soucier du regard des autres. Mais Et, j'applique ça depuis très longtemps et c'est une énorme liberté dans ma vie parce que j'ai tellement dépassé ça que ça étonne même les autres en face de moi. C'est-à-dire à quel point ça ne me soucie plus. et qu'est-ce qui t'a aidé pour dépasser cette peur du jugement des autres? Est-ce que tu as souvenir de, je sais pas, de choses en particulier qui t'ont aidé? Ah, sincèrement, j'aurais du mal à situer à quel moment. Je crois que c'est arrivé au moment où je me suis retrouvée dans l'anonymat de l'amphi de médecine. Ah oui, En fait, je crois que ce passage dans l'anonymat, d'être dans une grande ville, dans un amphi où personne ne me connaissait, eh bien, comme une espèce de remise à zéro des compteurs, tu vois. Et à ce moment-là, je crois que j'ai pris cette liberté d'être ce que j'avais envie d'être sans me soucier des autres, en fait. Vraiment. génial. C'est vrai que la fac, pour ça, c'est chouette. Enfin, moi, j'ai fait la fac de droit, donc pareil, tu arrives au début, tu as énormément de monde, ça se réduit au fil des années. Et c'est vrai Ouais. que c'est un endroit où tu peux expérimenter ça, et c'est vrai que c'est l'avantage des grandes villes parfois aussi, avec leurs inconvénients. J'ai tellement apprécié ce moment d'anonymat que quand je me suis retrouvée à l'école de kiné où on se retrouve dans des promos de 35 ou 40 à l'époque, ça m'a ça m'a presque angoissée. Alors que parce que j'avais tellement pris plaisir à cet anonymat et à la rencontre de plein de gens qu'on connaît pas de fait, de me retrouver dans un format de classe. Oh là là, je l'ai pas très bien vécu tout au début. Bon, j'ai repassé cette période-là, mais voilà, si je dois le qualifier, c'est vraiment je pense que c'est la fac qui m'a libérée. Ouais. Ouais, mais j'allais te dire, moi, j'ai trouvé que la fac, c'était un super espace de liberté. Évidemment, ça demande une certaine discipline, c'est pas pour tout le monde. Mais je trouve que c'est aussi un super espace de liberté où c'est à toi tu vois, de te prendre en main aussi. Le nombre de personnes fait que aussi, et le contexte fait que. J'ai vraiment, ça reste certainement un de mes meilleurs souvenirs. Alors que je passais le concours de médecine quand même, donc tu vois, Ouais, c'est ouais, bien peut-être sûr. bizarre de dire ça, mais ça reste certainement un de mes meilleurs moments dans la vie où voilà, l'anonymat et pas de jugement finalement parce qu'on ne sait pas qui est l'autre et du coup, de fait, l'autre ne sait pas qui on est vraiment non plus. Donc c'était plutôt cool. Non, ça me parle. Moi, je me disais, qu'on allait me foutre la paix, contrairement au lycée, tu vois, où justement, on avait tout le temps des gens sur le dos. Et là, je trouvais que je pouvais faire un peu plus mon truc, quoi. Et donc, non, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, ça me parle ce que tu racontes. J'aime aussi demander quel autre secret de polichinelle tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode. Eh bien, écoute, je voulais te parler de mon rapport à la course à pied. Ouais. Alors c'est assez étonnant parce que moi donc je milite pour l'activité physique, mais finalement je suis pas très sportive, voire pas du tout. Mais je me suis mis un challenge de courir un semi-marathon là pour mes 50 ans et je l'ai fait. Bravo. Donc je suis partie de zéro et j'ai couru 21 kilomètres. Alors évidemment en me préparant, mais surtout moi dans ma manière de faire, c'est que je me lançais le challenge de prouver qu'on pouvait courir à 50 ans sans avoir de problème de périnée, parce que c'est un grand mythe autour de la course à pied, ça, la course à pied crée des problèmes de périnée. Donc en fait, dans ma spécialité, c'était quand même un comble de se dire tiens, je vais courir et avoir des problèmes. Donc j'ai couru ce semi-marathon en écoutant mon corps, sans montre connectée, sans me fixer de chrono particulier. L'idée, c'était juste de prendre plaisir, de ne pas me blesser et de passer la ligne d'arrivée en forme. Et c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que de faire du sport en se mettant à l'écoute de nos sensations, c'est un vrai luxe en fait. C'est un vrai luxe parce que
parce qu'aujourd'hui, on est tous ultra connectés, tout le monde. Enfin, moi, je suis un peu une extraterrestre à courir sans montre, mais finalement, je trouve que c'est une vraie liberté de le faire comme ça, parce que tous ceux qui sont collés le nez à leur montre, là, en fait, ils savent même pas s'ils sont essoufflés ou pas essoufflés. Moi, pour exemple, si je me trouvais un peu essoufflée, bah, je ralentissais, puis je reprenais. Et il se trouve qu'en regardant le profil de ma course, parce que quand on fait un semi-marathon, on est traqué, en regardant le profil de ma course, eh bien, j'ai fait une course à 6 minutes du kilomètre tout le long. Tout le long. Je n'ai pas bougé d'un iota mon rythme, alors que j'avais rien qui me donnait mon rythme. Donc, comme quoi, voilà, si ce rapport au sport qui est de le faire avec ses sensations et sans forcément se mettre un challenge incroyable, parce qu'on est tous dans la compétition là, dans tout. Moi, je l'ai fait très détendu et avec beaucoup de plaisir. Donc, se dire que finalement, on peut arriver prendre plaisir à faire du sport sans être uniquement obsédé par la performance. Enfin, on est dans une société qui est beaucoup drivée par la performance, que ce soit dans le monde du travail. On se rend compte qu'avec le sport, ben, justement, le phénomène de course à pied, on rentre un peu dans le même, voilà, entre les C'est applis. l'enfer. Ouais. Là, une concurrence de dingue. Alors que ça devrait rester ou ça pourrait rester un espace de plaisir où on se fait du bien et où en étant connecté, comme tu disais, à ses sensations, finalement, on peut performer tout pareil. Bah, écoute, en tout cas, moi, j'ai fait ça vraiment de manière très détendue, sans objectif particulier, si ce n'est celui de passer la ligne d'arrivée. Et en fait, j'ai vu courir autour de moi des gens qui avaient des âges, des gabarits extrêmement différents, qui se mettaient leur propre challenge. Et je trouvais ça super, en fait. C'est ça que j'ai trouvé super dans la course, en fait. C'est tous ces profils différents. Alors évidemment, ceux qui claquent, enclenchent leur montre dès le passage de la borne et qui ont le nez dessus. Et bon, ceux-là, on les connaît, ils sont nombreux dans la course, mais pas que. Et il y a quand même, dans la course à pied, moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même tout un tas de personnes qui menaient leur chemin pour eux-mêmes. Et c'est ça que j'ai trouvé super. Et c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est intéressant. On a fait un épisode il y a pas longtemps autour de l'assertivité avec une personne qui est marathonien, qui pensait pas l'être au départ, qui racontait comment il avait osé avancer, voilà, du doute à l'action, en fait. Je trouve ça très chouette, effectivement, la course, qu'on aime ça ou pas, hein, en tout cas, c'est intéressant de voir que c'est devenu un phénomène de société. Qu'est-ce qu'on va y chercher? Et finalement, ça peut être un endroit aussi pour prendre sa place, prendre du plaisir, être connecté à son corps aussi et profiter aussi. Profiter et se faire du bien. Oui, puis moi j'aime bien aussi le fait enfin moi je vois de plus en plus de femmes courir, oser courir, et j'aime bien aussi ce côté-là, c'est-à-dire qu'elles osent prendre la place, même si on veut pas toujours leur donner. Euh, j'ai vraiment vu ça en fait dans la course à pied, et franchement c'était un chouette moment, vraiment. Ah ouais, ça fait plaisir aussi de voir ça. Ouais, c'est Carrément. ça, c'est ça. Génial. Si on veut te suivre, alors tu as un programme, si tu veux en dire deux mots, Séverine, au My Perry, où est-ce qu'on peut te suivre? Tu as un compte Instagram que je mettrai en Alors. description. Ouais, évidemment, j'ai un compte Instagram où je donne plein d'astuces sur le périnée au quotidien, où je parle de certaines anecdotes avec mes patients. Donc, en 25 ans, autant te dire que des anecdotes, j'en ai plein. Donc ça, c'est pour le côté un peu rigolo du truc. Après, j'ai évidemment un site internet qui soutient mes 5 parcours de soins. En fait, moi, j'ai détaillé 5 parcours de soins qui sont liés aux grandes pathologies du périnée. Donc, l'incontinence urinaire d'effort, l'impériosité, l'incontinence urinaire mixte, le fameux prolapsus, et un parcours dédié au postpartum, parce que malgré tout, le postpartum mérite un parcours dédié. C'est quand même quelque chose d'un peu à part dans l'histoire des femmes. Et voilà, et donc j'accompagne les périnettes en ligne. Alors, les parcours sont en ligne et en autonomie, mais toutes les périnettes sont invitées dans un groupe WhatsApp qui leur est dédié. Comme ça, je communique avec elles régulièrement, voir comment elles vont. Je les challenge aussi pour qu'elles n'abandonnent pas les parcours. Et à la fin, elles vont bien, ont réglé leurs problèmes de périnée, et c'est quand même ça le plus important. Merci beaucoup, Séverine. Avec plaisir, Laetitia. Je pense que les auditrices et les auditeurs auront appris certainement quelques éléments intéressants pour prendre soin et prendre conscience de leur périnée. Hyper important, hyper important.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Secrets de Polichinelle. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches, avec ton entourage, à mettre aussi un avis 5 étoiles ou même à me laisser un commentaire. Et puis si tu as envie d'en savoir plus sur les actualités autour du podcast, ton activité de thérapeute, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la bio et également sur mon compte Instagram où tu peux également me suivre qui s'appelle laetitia.thérapie_podcast. À bientôt!